Bonjour amis otaku et bienvenue dans Rétro Manga, l'émission 100% consacrée à la Japanimation et à son histoire. Je suis Geek and Pop et pour ce premier épisode, nous allons voir ensemble les origines de la culture manga. À commencer par le célèbre Osamu Tezuka, qui n'est autre que le père fondateur de cette culture, dit le dieu des mangas en personne. Oui, installez-vous tranquillement, le générique démarre, rétrospective. Avant toute chose, je dois faire une petite parenthèse. Il faut savoir que le mot manga est apparu dans les années 1770 et que c'était ce qu'on pouvait appeler des images dérisoires, des dessins non aboutis, avec des traits grossiers et caricaturaux. Le format a bien évolué et le premier mangaka connu à ce jour est apparu en 1902 sous le nom de Rakuten Kitazawa. Mais c'est bien et bien de Osamu Tezuka que nous allons parler car il est le père fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture manga moderne telle que nous la connaissons. C'est le 3 novembre 1928 dans la préfecture de Osaka qu'est né Osamu Tezuka, plus précisément dans le quartier de Toyonaka. Dès l'âge de 4 ans, il est passionné par tout ce qui est cinématographie. Il adore les comédies de Charlie Chaplin et regarde énormément de dessins animés. Il doit tout cela à son père car il possédait quelque chose de très rare pour l'époque, un projecteur de film. Et osez me dire à côté qu'un magnétoscope c'est vintage. Osamu va alors idolâtrer un célèbre dessinateur américain. Vous l'aurez reconnu, je parle de Walter Elias Disney. Et parmi toutes ses œuvres, il y en a une que le petit garçon va garder en tête car c'est son dessin animé préféré et c'est nul autre que Bambi. Nous avançons dans le temps et la famille Tezuka s'établit dans la ville de Takarazuka. L'environnement naturel de cette région a fortement joué une grande influence pour la passion de Osamu envers la nature, les animaux et sa fascination pour les insectes. Sa mère l'introduira très jeune à une vie artistique. En effet, la ville est réputée dans ce domaine grâce à son célèbre théâtre, le fameux théâtre Takarazuka, qui est un mouvement moderne en opposition au théâtre traditionnel japonais. Ici, le casting est 100% féminin et interprète tous les rôles. Je m'attarderai plus en détail dans ce style théâtral dans une autre vidéo car il a inspiré celle qu'on nomme aujourd'hui la reine des mangas, Rumiko Takahashi. Sur ce, reprenons. Osamu a donc une enfance remplie d'art, de poésie et de fantaisie. Et là où il est fort, c'est qu'à seulement 11 ans, il ne cesse de dessiner et gagner l'admiration de ses camarades de classe. Il reproduit leur héros de bande dessinée préféré. Et il publie très tôt ses tout premiers mangas. Et bien qu'il soit socialement reclus au début de sa scolarité, il finit par devenir très populaire tant auprès de ses camarades qu'auprès de ses professeurs pour son coup de crayon et sa faculté à produire des mangas. Il décroche à l'âge de 17 ans une place de rédacteur au sein du Shokokumin Shimbun, où il publiera en janvier 1946 sa toute première bande dessinée en tant que professionnel, le journal de Machan, une série de comic strips pour le journal quotidien d'Osaka. Osamu se démarquera donc par sa forte influence pour Disney. Il apparaît dans le style graphique de Tezuka, des visages ronds, chaleureux et jovial, avec des grands yeux enfantins et très expressifs. Ces héros sont extrêmement colorés, caractéristiques empruntées aux personnages que produit Walter Elias, tels que Mickey Mouse, Donald Duck et surtout Bambi. Et ce style graphique, bien des années plus tard, deviendra une base du format repris ensuite par de nombreux mangaka japonais. Ils appelleront ceci le format tezukien. En parallèle de sa jeune carrière de dessinateur, Osamu, toujours âgé de 17 ans, suit des études de médecine à l'université d'Osaka. Retenez bien ceci, c'est très important pour la suite de la vidéo. Il ne souhaite pas lâcher sa scolarité, malgré des débuts remarqués sur le plan artistique.
Son talent se confirme avec son manga L'île au trésor qui a atteint plus de 400 000 copies vendues. Ne sachant pas si ce succès va perdurer sur la longévité, il cherche avant tout à avoir une situation professionnelle stable pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais ses plans vont être chamboulés à cause d'un élément majeur externe et très grave. Oui, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale et de la participation du Japon à cette dernière. C'est dans un Japon détruit par le feu de la guerre que Tezuka mène alors une vie partagée entre ses études de médecine, chroniqueur critique de cinéma, et qu'il continue la création artistique pour des magazines. Tezuka commencera dès 1949 un prototype du futur petit robot qui va alors devenir légendaire. Il faut comprendre qu'après la capitulation du Japon, suite aux événements tragiques de Hiroshima et Nagasaki, en 1945, les conditions de vie au Japon sont désastreuses. Les villes sont détruites, le pays est en ruine et la famine s'installe auprès du peuple. Les enfants n'avaient plus rien pour se divertir et la dure réalité faisait que le Japon ne pouvait plus se permettre de rêver. C'est alors que le public découvrira en 1952 Astro Boy. Un héros qui marquera des générations entières durant plusieurs décennies. Tetsuwan Atom pour les Japonais. Astro Boy, le petit robot le plus sophistiqué et abouti jamais créé dans un monde futuriste. Il a l'apparence d'un jeune petit garçon et il est détenteur d'un très grand pouvoir. Il est sérieux et appliqué malgré son apparence joviale de petit enfant. Il est fondamentalement bon et au cœur vaillant. Ce personnage est détenteur de la paix et inspirera toute une génération d'enfants et influencera de nombreux artistes et scientifiques de l'époque. Le style de Tezuka rencontre alors un franc succès en raison des éléments nouveaux qu'il introduit dans ses planches de manga. Il adopte un effet de découpage cinématographique et un style précurseur, se jouant des cases de bande dessinée avec beaucoup d'intelligence et de malice. Il est de ce fait présenté comme le père du manga moderne, mais sa contribution à l'art nippon ne s'arrêtera pas à ce domaine. Sa légende ne fait alors que commencer. Comme vous l'aurez compris, la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale fut un élément déclencheur qui força la décision de Tezuka à se dévouer entièrement à son art. La joie et le bonheur qu'influe Astro sur les enfants en ces temps troubles pour le Japon donna du baume au cœur à Osamu et ça le convaincut de se consacrer uniquement à produire des œuvres qui allaient faire rêver des milliers de jeunes enfants. Et c'est ainsi que démarre réellement l'immense carrière de celui que aujourd'hui tout le monde considère comme le dieu des mangas. Imaginez en 1952, un jeune homme de 23 ans va connaître un succès phénoménal avec Astro Boy, le petit robot au cœur vaillant. Sera son œuvre qui fera de lui une superstar non seulement au Japon mais dans le monde entier. Mais Tezuka ne s'arrêtera pas là. Pour réaliser toutes ses idées de génie, il réunit autour de lui une équipe de dessinateurs et s'installe à Tokyo dans la petite maison en bois appelée Tokiwaso. Tezuka nous plongera alors dans des histoires fantastiques peuplées de princesses, de châteaux allure européenne, de mondes magiques et d'animaux qui parlent. Ses œuvres comme Princesse Saphir, Le Roi Léo ou encore Phénix l'oiseau de feu feront rêver les petits et les grands. Tezuka garde toujours une inspiration bien précise, son idole Walt Disney, qui l'a marqué dès son plus jeune âge. L'idée de Tezuka est audacieuse, il veut créer non seulement des bandes dessinées, mais aussi des films d'animation. Et en 1961, il fonde son propre studio, Mushi Production. Il va expérimenter de nouvelles techniques et créer des courts-métrages qui bousculeront tous les codes. Ce studio devient un véritable laboratoire de jeunes talents comme Osamu Dezaki ou encore Rintaro. Il se forme et participe à des créations de séries qui marqueront l'histoire, telles que Astro Boy et bien sûr Roi Léo. Tezuka innove à une vitesse folle. Il introduit des techniques d'animation limitées, un style qui permet de produire des épisodes chaque semaine. Cette approche qui va être
adopté par tous les studios de l'époque jusqu'à aujourd'hui, donnant naissance aux séries animées telles que nous les connaissons de nos jours. Tezuka frappe un grand coup en 1963 en lançant Astro Boy, qui sera la toute première série animée japonaise. Ce n'est pas juste une série, c'est le début de la culture manga moderne, ce que nous appelons aujourd'hui la Japanimation. Cette série bouleversera à jamais le paysage de l'animation et du manga. Elle ouvrira la voie à d'autres séries animées et cette fois-ci en couleur. Et le pionnier de ce genre sera le Roi Léo en 1965. En 1968, Tezuka fonde un nouveau studio, la Tezuka Production, et s'attaque à des projets encore plus ambitieux. Parmi eux, il travaille sur Blackjack. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il avait fait des études de médecine et que ça allait avoir une importance? Eh bien c'est pour cette série. On parle de l'histoire fascinante d'un médecin mystérieux, un peu comme un super-héros, mais dans le monde réel. Blackjack, avec son visage bicolore, cache une profonde histoire. Il a été sauvé d'un accident par un ami d'enfance et décide de suivre des études de médecine pour lui rendre hommage. Mais à cause de la corruption de la médecine japonaise, il refuse de passer ses examens finaux. C'est un personnage complexe qui aide tout le monde, peu importe le passé ou les choix des patients, mais il apprend la dure vérité. Parfois, même lui, avec tout son savoir, ne peut rien faire face à la mort. Et en 1969, Tezuka créera une autre nouvelle série très populaire, sûrement celle qui risque de parler aux plus jeunes d'entre vous dans cette vidéo, Dororo, qui touche de nombreux jeunes avec des aventures palpitantes. Mais malheureusement, en 1971, à cause de tensions internes entre ces deux studios, la Munchie et la Tezuka Production, Osamu est obligé de quitter Munchie Production. Sans Tezuka pour guider sa création, elle se retrouve à court de direction et la Munchie Production sera obligée de faire faillite en 1973. Tezuka ne se laisse pas abattre avec son studio Tezuka Production, il continue de produire des œuvres incroyables et même après sa disparition en 1989, son influence sur l'animation et les mangas ne cesseront de grandir. Aujourd'hui, il est considéré comme le père du manga moderne et son héritage continue à marquer de nombreuses générations. Au début des années 70, Osamu Tezuka est donc au sommet de son art. Bien que son studio Munchie Production ait connu des turbulences financières, Tezuka et son studio Tezuka Production continuent de briller de mille feux. Il est désormais une légende vivante, surnommé le Walt Disney japonais. Son influence grandit à travers l'international et son nom devient synonyme de manga. Au fil des décennies, Tezuka a créé plus de 700 œuvres littéraires et son studio a produit plus de 70 séries animées. Combien? Oui, vous avez bien entendu les chiffres. Un véritable pionnier. Il restera jamais celui qui a fondé la Japanimation. Cependant, comme toute grande histoire, la sienne est aussi marquée par une fin tragique. La maladie. Dans les années 80, un coup du destin frappe Tezuka. Il apprend qu'il est atteint malheureusement d'un cancer de l'estomac. Et malgré la douleur, son matériel de dessin reste toujours à ses côtés. Même dans sa chambre d'hôpital, Tezuka continue de travailler sans relâche, perfectionnant son manga sur Beethoven et finalisant son ultime projet, une adaptation animée de la Bible. C'est l'homme qui ne cesse jamais de créer, même face à la maladie. C'est malheureusement en 1989 que Osamu Tezuka nous quittera, laissant derrière lui un vide immense. Le Japon, attristé par sa disparition, lui rendra un hommage par des funérailles nationales. Ce n'est pas simplement la perte d'un créateur, mais celle d'un visionnaire qui a redéfini toute une culture au Japon. Il est couronné le dieu des mangas, un titre qui reflète toute l'admiration que son pays a pour lui. Et bien qu'il soit plus parmi nous, Tezuka vit toujours à travers ses œuvres. Son studio Tezuka Production continue à gérer son patrimoine, adaptant régulièrement ses œuvres à l'écran. Par exemple, Blackjack, un de ses personnages les plus célèbres, a vu une nouvelle aventure en version animée.
avec des thrillers médicaux fascinants réalisés par Osamu Dezaki. Le manga Metropolis, inspiré du film culte de Fritz Lang, a également été adapté en long métrage d'animation en 2001, grâce à Rintaro et un de ses disciples et adeptes, Katsuhiro Otomo, qui est nul autre que l'auteur de Akira. En 2003, une grande célébration autour de Astro Boy a eu lieu pour marquer l'anniversaire de sa conception. Le mangaka Naoki Urasawa, lauréat du prix Tezuka avec 20 Century Boys, a été invité pour rendre hommage au petit robot dans un nouveau manga intitulé Pluto. Une relecture moderne et sombre d'Astro Boy. Et en 2024, Netflix a donné vie à cette nouvelle aventure animée, la plus récente autour de ce personnage iconique à ce jour. Tezuka ne cesse d'inspirer, même des décennies après sa disparition, en 2009, à l'occasion du 50e anniversaire de Fuji TV, un remake du Roi Léo a vu le jour, réunissant des artistes comme Goro Taniguchi et le célèbre peintre Yoshitaka Amano. Et en 2019, ce fut au tour de Dororo d'être réadapté, cette fois par les studios MAPPA sous la direction de Katsuhiro Furuhashi. Mais les hommages de Tezuka ne s'arrêtent pas là. En 1994, la ville de Takarazuka, où il a passé son enfance, inaugure un musée en son nom. Le lieu, moderne et interactif, permet aux visiteurs de découvrir la vie et l'œuvre du maître. À l'extérieur, un Walk of Fame avec des empreintes de ses personnages les plus célèbres rend hommage à l'impact qu'il a eu sur des générations entières. Et à Kyoto, la gare elle-même honore Tezuka, non seulement avec un mini-cinéma et un musée qui lui sont dédiés, mais aussi avec des panneaux indicateurs ornant la gare avec des personnages emblématiques comme Astro et le Roi Léo. Il y a même une horloge inspirée de Phénix, un autre de ces personnages légendaires qui nous rappelle que la vie est courte, mais que chacun de nous a la possibilité d'accomplir des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, l'héritage de Tezuka continue de vivre et de respirer à travers des nouvelles générations d'animateurs et de mangaka. Par son travail, il a non seulement forgé la Japanimation, mais aussi profondément influencé la culture populaire mondiale. Il a ouvert des portes que beaucoup n'avaient pas imaginées et son travail a permis à de nombreux créateurs de suivre ses pas, inspirés par sa passion, sa créativité et sa vision inouïe. Il est plus qu'un simple créateur, il est une légende vivante, un véritable phare pour l'art du manga et de l'animation. Ses personnages, ses récits, ses idées résonneront à jamais dans l'imaginaire collectif. Tezuka nous a laissé une œuvre colossale et son nom restera gravé dans l'histoire comme celui d'un homme qui a véritablement changé la face de l'animation et du manga pour toujours. Nous avons retracé l'incroyable parcours d'Osamu Tezuka, mais il reste un dernier aspect à aborder. L'incroyable retard auquel ses œuvres ont été découvertes à l'international. Bien qu'il soit une légende au Japon, Tezuka a dû attendre des décennies avant que le monde occidental ne prenne conscience de son génie, principalement à cause de la grande compagnie aux oreilles géantes. Mais avant de reprendre la vidéo, je tiens juste à stipuler une chose. Je suis moi aussi un grand fan de Disney, donc tout ce que vous allez voir n'est que du factuel. Ne le prenez pas comme une attaque personnelle envers l'entreprise ou encore Walter Elias. Bref, juste après cette mise au point, revenons dans les années 60. Fred Lang, qui est un producteur américain, veut absolument introduire des séries animées japonaises aux États-Unis. Il commence par contacter Osamu Tezuka pour pouvoir justement produire Astro Boy avec la NBC. Il achète les droits pour la diffusion, mais Disney en personne voit de très mauvais œil l'arrivée de la concurrence nippone. Il décide de jouer un petit jeu de chantage. Si vous diffusez Astro Boy, Roi Léo, vous ne verrez plus jamais de production Disney sur vos chaînes. Vous voyez le gros problème ?
C'est en 64 que Tezuka va rencontrer son idole Walter Elias Disney en personne à la foire internationale de New York. Mais même ce moment de rêve ne suffit pas à changer la donne. Disney reste catégorique et décide de geler l'animation japonaise sur le sol américain. Pendant près de 30 ans, les œuvres de Tezuka resteront dans l'ombre aux États-Unis et à travers l'Occident. Il faudra attendre le boom culturel de Akira pour changer la donne. Mais voici où l'histoire devient intéressante et un peu piquante. Vous connaissez probablement Le Roi Lion de Walt Disney, ce film culte des années 90 avec Simba, l'emblématique lionceau qui doit affronter une once de traîtres et reprendre son trône. Eh bien, sachez que Disney s'est inspiré d'un autre lionceau bien avant Simba. Nani? Oui, vous avez bien entendu. Je fais référence au Roi Léo de Tezuka. Le Roi Léo a été publié entre 50 et 54, puis adapté en animé en 65, comme on a vu, comme la première série couleur de la Japanimation. Vous voulez quelques petites références? Boum! Un lionceau nommé Léo, végétarien. C'est bizarre, hein? Ça fait penser un petit peu à Simba. L'un aime les plantes, mais l'autre aime les insectes. Qui doit reprendre le trône à un vieux lion méchant, avec une cicatrice au visage? Oh là 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 là! Je serais pas en train de parler de Scar là par hasard? Et cerise sur le gâteau, vous avez Zazu et Rafiki. Et tous les deux sont dans un rôle, l'un de conseiller en chef et l'autre comme un sage mandrill. En 94, le Roi Lion fait un carton au cinéma, mais les cinéphiles soupçonnent un léger plagiat. Non seulement les personnages se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais même des scènes iconiques en sont copiées. La scène où Simba voit le fantôme de son père dans les nuages. L'emblématique rocher où Simba trône en tant que roi. Ou encore le bébé lionceau suspendu à une branche au milieu d'une foule d'animaux. Toutes ces idées sont empruntées à Léo. Est-ce un plagiat visuel? Très probablement. Ou une forte inspiration en tout cas. On va pas se mentir. They're the same picture. Et du coup, en 1999, après des années de protestation parmi les fans de Japanimation, Disney finit par admettre qu'ils ont copié l'œuvre. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que la famille de Tezuka, fidèle à l'idole de leur père, refuse de porter plainte contre l'entreprise. Ils affirment que leur père aurait été honoré de voir ses œuvres adaptées par la firme aux grandes oreilles qu'il admirait tant quand il était enfant. Un beau geste. Mais les fans, eux, sont beaucoup moins philosophiques sur la question. Finalement, Disney s'excusera officiellement en 2001. Et à ce moment-là, les fans de Japanimation se disent probablement « il était temps ». Et même si Disney a un peu copié le Roi Léo, c'est Tezuka qui au final aura marqué l'histoire de l'animation et du manga de façon bien plus profonde et durable que quelques scènes de nuages ou un film à grand budget au box-office. Et bien voilà mes chers otaku, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur la carrière légendaire de Osamu Tezuka. Cette vidéo touche à sa fin et je tiens à vous remercier de l'avoir suivi jusqu'à présent. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur mon Discord que je mettrai en lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez mes amis, on parlera de Go Nagai. Ciao ciao!